je pense que l'avenir est à l'hybridation. Un équilibre se fera de lui-même entre des solutions on-premise que l'on va garder, des infrastructures on-premise que l'on va garder aussi pour des sujets bien sensibles que l'on veut maîtriser absolument. Mais dès qu'on va vouloir déborder parce qu'on n'a pas les capacités, l'infra, parce qu'on n'a pas... le SaaS, c'est une solution que l'on devra aussi garder. Mais l'open source au milieu viendra être là une pierre angulaire entre les deux, une petite zone tampon qui nous permettra d'avoir une variable d'ajustement, on va dire. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute. Bon et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Nicolas Massé qui est DSI de la mairie de Colomiers. Salut Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire où est Colomiers? Parce que les gens vont entendre ton accent qui est à peu près pareil que le mien, donc ils vont se dire ok, ils se connaissent. On se connaissait pas, c'est pas très loin. Mais du coup, dis-nous où est Colomiers, c'est quoi? C'est une ville de combien d'habitants? Alors Colomiers, c'est dans le sud, avec notre accent, ça va être difficile de nous axer ailleurs. À côté de Toulouse. C'est la ville qui est au niveau de l'aéroport de Toulouse. On a une partie de la zone aéroportuaire. Colomiers, c'est une ville d'un peu plus de 40 000 habitants. C'est la deuxième commune de Haute-de-Garonne après Toulouse. Ok. Et aujourd'hui, toi, tu es DSI de la mairie depuis combien de temps? Depuis 2018, je suis à la mairie de Colomiers. Je n'ai pas fait mes armes dans la territoriale. Je viens du privé. J'ai fait plusieurs sociétés, mutuelles, expert comptable, et j'ai atterri à la mairie de Colomiers en 2018 pour relever le challenge de faire marcher l'informatique à la mairie avec tous les enjeux que ça impose. Et aujourd'hui, du coup, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode, toi, tu as une vision assez affirmée de l'intérêt ou des enjeux autour de l'open source, liés notamment à l'évolution et au coût des SaaS qui pèsent en fait sur les budgets des mairies, de ta mairie, du coup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette problématique que tu as? Alors, juste pour l'open source, j'ai une affinité avec depuis longtemps. Ce n'est pas lié à mon passage à la mairie. J'ai travaillé, ça fait 23 ans que je fais de l'informatique, Linux, l'open source, GLPI, Nagios, tous ces logiciels que l'on maîtrise dans l'informatique, ça fait 20 ans que j'y travaille. Et effectivement, depuis quelque temps, dans le milieu, enfin c'est pas que la territoriale, mais c'est particulièrement sensible chez nous à la territoriale. La plupart des logiciels passent en mode SaaS, en mode abonnement à l'utilisateur au mois, ce qui fait que, alors au moins on n'a pas de surprise sur les coûts. On prend le nombre d'utilisateurs, on prend l'abonnement, on multiplie et hop, on a notre budget de fonctionnement. Le problème, c'est que souvent, très souvent, le rapport entre l'ancienne méthode pour le même type de logiciel où on achetait la licence et on prenait la maintenance et la nouvelle licensing en mode SaaS, ça peut aller de x10 au tarif annuel quand même. Donc, il est évident que ça pèse sur nos budgets. Il est évident que ça nous oblige à nous poser la question, est-ce qu'on va vers ces solutions? Est-ce qu'on essaye d'autres solutions? Et dans le sourcing, maintenant, il est difficile de ne pas regarder les solutions open source. Alors, open source, ça ne veut pas dire gratuit. On est bien d'accord. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Open source, ça veut dire des coûts qui sont plus faciles à maîtriser, puisque même s'il y a aussi des solutions open source qui sont en abonnement, en général, c'est des coûts plus faciles, plus abordables. Et souvent, on peut faire passer des coûts en investissement pour l'achat de licence et de la maintenance, mais ça n'a pas le même rapport niveau de budget, quoi. C'est quand même beaucoup plus facile à maîtriser. Ok. Donc toi, tu considères aujourd'hui que donc tu rentres chez les SaaS, les SaaS augmentent les coûts de manière, on va dire, non linéaire ou un peu surprenante. Ça, c'est vrai pour les petits éditeurs, pour les gros éditeurs, c'est vrai pour tout le Alors monde.
c'est vrai pour tout le monde, mais avec des multiplicateurs qui sont différents. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de donner des noms de marques, mais il y a des gros faiseurs de solutions de messagerie unifiées actuellement. C'est des augmentations à 2 chiffres tous les ans. Quand vous achetiez les serveurs on-premise pour la messagerie, alors c'est certes, ça ne faisait que de la messagerie, on est d'accord, ça fait pas tout le panel de solutions que vous avez maintenant. Mais vous achetiez des cales et des licences, les gens auront compris de qui je parle, mais vous achetiez une fois les licences, après vous preniez de la maintenance et vous aviez votre budget sur 5 ans figé. Là maintenant, d'année en année, on ne sait pas. Là, on est obligé de prendre du SaaS. Je peux pas dire j'en prends pas, j'en ai. On a des logiciels en mode SaaS et j'ai 2 exemples cette année, 12 et 15% d'augmentation. Et comment on justifie ça? Alors nous, on augmente nos budgets de fonctionnement avec les lois, les méthodes de calcul habituelles Syntec, 5% par an. 5%, c'est pas 15%. Donc c'est du budget qu'on ne mettra pas à autre chose. Or, la demande en informatique, en IT, alors j'aime pas le mot digitalisation, mais tout le monde l'utilise en ce moment, dans les fonctions publiques, dans les collectivités territoriales en ce moment, en plus, depuis le Covid, et on va remercier le Covid, on va prendre l'intéressant du Covid, quand même, ça nous a permis d'accélérer pas mal le mouvement sur la numérisation et d'autres sujets, font que le besoin en système, en solutions IT est de plus en plus important. Or, nos budgets, eux, ils augmentent pas en conséquence. Donc, il faut aussi être rationnel dans nos choix et dans nos possibilités. Ok. Aujourd'hui, on va dire, ce qui a fait aussi que l'open source ou globalement l'utiliser ce genre de solution, s'il était pas a été un peu peut-être démodé, si on dit ça comme ça, c'est que il faut prendre les solutions, il faut les mettre, il faut les maintenir, il faut les faire évoluer, tout ce qui est optimisation. Enfin, le coût de l'OPEX en termes de personnel pour gérer ça est pas négligeable. Et donc du coup, toi, en fait, comment tu tranches en disant, ok, ce type de solution, on va plutôt les gérer en mode open source parce que le coût de maintenance, de suivi va pas être énorme, versus d'autres. Comment tu gères ça? Alors déjà l'open source, au-delà de parler de l'aspect production, avant d'en arriver à l'aspect de production, il nous amène une certaine agilité dans le sens où quand on vient nous voir avec une problématique, et croyez-moi, des problématiques, on en a beaucoup. Dans une mairie comme la mairie de Colomiers, on a plus de 100 métiers différents. Donc vous doutez bien que des problématiques, on en a régulièrement des nouvelles que l'on ne voit pas venir et qu'il faut adresser. On est quand même un service support, donc il faut qu'on soit moteur en termes de solutions. Donc l'intérêt de l'open source, avant d'en arriver à la production, c'est de pouvoir faire du maquettage. Quand vous avez un service qui vient vous voir en vous disant on a besoin d'échanger des fichiers avec des tiers internes, externes, bien sûr on n'a pas d'outils comme Microsoft Teams ou autre, et bien avec de l'open source, on peut mettre facilement un serveur Linux en place avec du Nextcloud. On fait des tests, on essaie la solution, on voit avec les utilisateurs, ça leur plaît pas, ça leur plaît tant mieux. Si ça leur plaît pas, on essaye. Il y a un catalogue de open source qui est quand même assez large pour pouvoir essayer plein de choses. Donc c'est déjà le premier stade, c'est de faire du maquettage. Donc c'est du temps qu'on passe en interne. Il est évident que si vous n'avez pas des compétences en interne sur du Linux, parce que l'open source Linux c'est très lié, si vous n'avez pas de compétences dans les équipes informatiques sur le sujet, c'est un peu compliqué. Maintenant, vous avez des prestataires qui, de plus en plus sur le sujet, dans la région toulousaine, on a quelques belles sociétés sur le sujet qui peuvent nous accompagner. Donc encore une fois, bien sûr, ce n'est pas gratuit puisque le temps que vous passez en interne, c'est du temps homme et le temps homme, c'est du budget. Et quand vous n'avez pas la compétence et que vous avez besoin d'un coup de main, et c'est ce que l'on fait nous, c'est-à-dire que j'ai des compétences en interne, pas que moi, parce que maintenant je suis plutôt dans l'aspect gestionnaire, mais dans l'équipe, on a des compétences. Mais quand on peut faire, on fait nos maquettes, on fait nos pré-prod. Quand on peut pas trop faire ou quand on coince, on appelle nos partenaires. C'est de la prestation, mais ensemble, on arrive à monter des solutions. Et une fois qu'on la solution, la maquette, elle est
elle marche bien, ça fonctionne bien. Là, après, on passe en mode production avec les contraintes de sécurité où il faut bien paramétrer parce que c'est pareil. Hein. Les contraintes, c'est que ce que vous faites pas faire par un tiers, vous le faites vous. Donc la sécurisation des serveurs, la maintenance des serveurs, tout ça, on est d'accord, c'est des coûts. Mais si vous mettez tout ça bout à bout, ça reste quand même, à mon sens, jouable. Alors après, il faut avoir les compétences en interne ou le bon prestataire pour vous accompagner. Ça, c'est un fait. Mais il y a matière, mais je pense qu'il y a un écosystème, surtout sur Toulouse, il y a un écosystème open source qui est assez sympathique. Il y a des sociétés qui ont des solutions à proposer et d'autres qui font de l'accompagnement sur le sujet. On s'en sort. On s'en sort très bien. Si on va dans le côté un peu plus matrice de choix, façon de réfléchir, tu as une problématique. Hein. Est-ce que tu évalues si la gestion en mode open source et son coût en mode open source est plus intéressant que son coût en gestion SaaS? Comment tu fais ce choix? Je ne fais pas partie des intégristes de l'open source. Je suis un pragmatique. Il est évident que si vous avez une solution du marché à coût raisonnable qui répond à 100% aux besoins du métier et pas malheureusement, mais les métiers ont des logiciels, et des éditeurs font des logiciels métiers très très bien axés pour la territoriale. Il y a des grands éditeurs très connus sur le sujet. Il est évident que sur les logiciels métiers en particulier, on est obligé. Il est illogique d'aller chercher de l'open source pur et dur. Sur les logiciels métiers, je dirais plutôt que l'open source est plutôt là pour les logiciels secondaires support, on va dire, sur des logiciels, par exemple nous en support informatique, on utilise beaucoup de GLPI, de Zabbix, pour la communication interne, on fait du Mattermost. Nextcloud est une plateforme très intéressante pour tout ce qui est collaboratif. Donc tout ça, c'est des logiciels Zen2 pour le partage de fichiers sécurisés avec des gens extérieurs. Vous voyez, tous ces logiciels un peu secondaires qui permettent d'amener des fonctionnalités supplémentaires. Quand on mesure le rapport coût par rapport à des concurrents du marché, pour ce que l'on fait à notre niveau de niveau de maturité numérique dans la collectivité, ça nous va très bien. Il est évident que des solutions collaboratives, il n'y a pas aussi poussé que les grands faiseurs, les grands GAFA que vous avez sur le marché. C'est évident. Et quand vous avez goûté à ce genre de solution, c'est difficile d'aller s'amuser entre guillemets avec des solutions open source. Mais est-ce qu'on a besoin de la Rolls? Est-ce que la Mégane ne suffit pas à notre niveau de maturité? Du coup, là, la question de l'expérience, toi, tu dis qu'il y a quand même une différence notable d'expérience utilisateur parce que forcément, ils ont plus de moyens là-dessus, etc. Mais que globalement, ça fait quand même le taf et que ça suffit par rapport au... Oui, mais même, moi, je viens d'un monde d'une entreprise avant qui avait vraiment poussé l'utilisation de Office 365, pour pas le nommer, assez poussé. Et il est évident que fonctionnellement parlant, c'est un niveau de réalisation que vous n'aurez pas à aujourd'hui, en tout cas sur des solutions open source. Le problème, c'est même nous, à l'époque où on utilisait de façon très poussée l'outil, on utilisait 15% des fonctionnalités. C'est le panel de ce genre d'abonnement, il est monstrueux. Donc nous, à notre niveau, dans la territoriale, au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect maturité. On n'a pas encore atteint des niveaux de maturité vraiment si élevés que ça. Entre-temps, les solutions open source sont en train d'évoluer de plus en plus. Des solutions comme OnlyOffice avec leurs serveurs collaboratifs sont en train, on commence à devenir assez sympathiques. Il y a d'autres solutions comme Vimy, Bluemine. Ça mûrit beaucoup. Je me dis que en rapport qualité-prix-usage, et on va parler peut-être souveraineté de données à un moment donné aussi, le choix, il se pose. On ne peut pas ne pas envisager autre chose. On n'a pas
on n'a pas de l'évolution des coûts font qu'on est obligé de regarder ailleurs. Et maintenant, avec la souveraineté numérique, en plus, se pose aussi cette question de où vont nos données. Et la maîtrise des données avec les solutions open source est plus facile à calibrer qu'avec des solutions de gros éditeurs où on ne sait pas trop où la donnée va au final, quoi. Toi, tu considères que la partie RGPD, etc., data, tu la maîtrises mieux, même parce que contractuellement parlant, tu vois, avec les SaaS, c'est clair quand même. Alors les SaaS, ça dépend. Les SaaS, quand c'est bien fait, quand l'éditeur a bien calculé son coût, qui a bien expliqué avec des contrats très clairs, et il y a la majorité des éditeurs français de solutions de métier dédiés à la territoriale, sont de plus en plus carrés sur le sujet. Oui, on sait que c'est hébergé chez tel hébergeur, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Des solutions comme Office 365, Google Workspace ou autres, vous pouvez on peut se poser la question, même s'ils vous garantissent, par exemple, que c'est dans un data center français. Mais nous, on a l'ANSSI derrière qui nous pose des questions et qui nous dit, pas très clair quand même, quoi, aussi, puisque c'est quand même soumis au Patriot Act et ainsi de suite. Donc, nous, en plus, on commence à avoir une taille un peu au-delà des 40 000 habitants. On ne sait pas trop si on va être touché par les nouvelles normes NIS 2 ou autres. On va dire que l'open source, qu'il soit hébergé ou même on-premise, parce que l'intérêt de l'open source, c'est qu'on peut commencer on-premise chez nous, sur notre infrastructure. C'est plus simple à maîtriser la localisation des données et d'en maîtriser la sauvegarde, parce qu'on peut parler du mode SaaS, mais on va parler des sauvegardes du mode SaaS, de nos données que l'on donne à nos prestataires, mais qu'ils hébergent pour nous. Donc il faut aussi maîtriser cette partie-là quand même. Ok. Et donc du coup, toi quand même, tu vois une évolution assez forte d'un modèle open source d'abord sur tes serveurs, peut-être avec d'autres après à un moment donné avec d'autres prestataires là-dessus, mais contrôle des coûts, ok peut-être solution moins complète sur certains aspects, mais en fait au final qui peuvent complètement satisfaire les besoins actuels et meilleure comment dire gestion globale de la data quoi. Moi, je trouve que en ce moment, il y a une mouvance, en particulier dans la territoriale, effectivement. Quand on discute avec nos confrères à droite à gauche, que ce soit lors des salons comme le Coteur numérique ou lors d'autres événements, ou même entre nous, parce que petit à petit, on monte un réseau, l'open source prend de plus en plus justement de fait de tous ces facteurs dans la territoriale. Mais c'est pas encore la majorité. Les logiciels métiers, par exemple, on peut pas aller sur de l'open source. C'est des trucs très spécifiques. Mais c'est pour tout ce qui est périphérique, logiciel périphérique ou métier secondaire, il y a cette appétence qui commence, moi je trouve, à vraiment prendre dans la territoriale. On est de plus en plus à parler d'open source. Je suis convaincu qu'on ne peut pas être trop aficionados et extrémiste sur le sujet. Il faut vraiment rester pragmatique. Mais ça ne peut que continuer. Et voyez, même la Commission européenne se pose des questions sur le sujet, viennent d'annoncer le passage sur les solutions Nextcloud pour le collaboratif. Donc les gouvernements aussi sont en train d'aller là-dessus. Le gouvernement français nous met à disposition une liste du socle numérique, du socle logiciel libre sur leur site internet, avec des logiciels qui sont validés par leur service. Et c'est une bible pour nous parce que ça nous permet de piocher dedans des softs qui sont entre guillemets maintenus, parce que ça c'est un des problèmes de l'open source. Oui, il faut faire attention. Ne pas prendre des logiciels avec des communautés qui ont disparu et qui ne sont plus maintenues. Donc le socle logiciel libre du gouvernement est une très belle bibliothèque pour ça, qui est maintenue à jour tous les ans. Clairement, quand le Covid est arrivé, les premiers confinements se sont lancés à la mairie de Colomiers, on n'avait pas de visio, pas de collaboratif. Je me suis pas embêté, je suis allé sur cette liste et on a pris les logiciels qui vont bien et on a essayé.
Ok. Et du coup, aujourd'hui, le nombre de solutions open source et le nombre de solutions SaaS, c'est quoi à peu près le ratio? On va dire que les solutions SaaS, on n'est pas encore très 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 utilisateur à la mairie Colomiers. On en a une grosse dizaine. Les solutions open source, on va presque atteindre la vingtaine de logiciels open source mis en prod ou semi-prod. Quand je dis semi-prod, c'est des maquettes avancées. Donc, et après, il y a quand même logiciels métiers, des logiciels métiers. On en a quand même encore une bonne ribambelle. Hein. En tout, on a presque 130 logiciels différents à gérer à la mairie. Hein. Comme on a 160 métiers, vous vous doutez bien que il en faut des outils pour faire Et travailler. quand vous parlez de logiciel métier, c'est quoi? Ils sont SaaS, ils sont open source, c'est quoi? J'en ai beaucoup on-premise encore. Hein. J'en ai Ok, beaucoup beaucoup on-premise sur les on-premise. serveurs chez nous. Hein. J'en ai Ok. beaucoup. On s'ouvre de plus en plus. Alors, pour plusieurs raisons. On bascule en SaaS pour deux raisons principales. D'abord, quand on n'a pas le choix. Quand l'éditeur nous annonce on Oui, arrête, là. on arrête, c'est que de la solution SaaS, point barre. Mais alors, on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs. On en profite pour faire du sourcing. On met en concurrence avec d'autres éditeurs et après, on y va. C'est comme ça. Hein, on n'a pas le choix, Le logiciel métier, il est là, il est connu, il est reconnu, il marche bien, les utilisateurs l'aiment bien. On va pas, on va pas réinventer la poudre. Ouais. Mais après, l'autre raison pour laquelle on peut aller dans le SaaS, c'est par exemple sur des contraintes d'hébergement, par exemple de données de santé, c'est des contraintes de mobilité, mais donc du coup ça a l'intérêt aussi d'aller dans le SaaS. Ne me faites pas dire que le SaaS je suis contre. Moi je vous fais rien dire du tout, hein. mais là, il faut reconnaître que dans la mesure du possible, si on peut rester pour l'instant du on-premise avec des coûts maîtrisés et une maintenance annuelle, on aime bien. Ok. Et aujourd'hui, c'est pas la majorité des gens que moi je rencontre, etc. Enfin, toi, tu penses que c'est une nouvelle redynamique, c'est des questions de cycle. On est tous allés dans le SaaS, on va revenir sur un équilibre un peu plus. Je pense que la mouvance SaaS n'est pas finie même. Je pense que la mouvance SaaS n'est pas finie. La plupart des éditeurs passent sur ce modèle-là. Alors, il y a des éditeurs qui sont un peu plus à l'écoute de la territoriale et qui font un licensing qui est plus abordable, même si c'est du SaaS. Donc là, je les remercie, ils se reconnaîtront. Mais je pense que la mouvance n'est pas finie et je ne sais même pas si elle se finira. Je pense qu'il y aura un équilibre qui se fera, mais le on-premise pur et dur ne reviendra pas. Maintenant, on ne peut pas tout non plus. Il faut être clair. On ne pourra pas maîtriser toutes nos solutions informatiques en interne. On ne pourra pas tout héberger. D'un point de vue sécurité, il faut aussi se poser des questions. Est-ce qu'on est en capacité de sécuriser tout en interne sur nos infrastructures internes? Ça a des coûts, ça a de la maintenance, c'est du temps aussi. Même si c'est beaucoup d'investissement, en budget d'investissement, ce qui est plus facile pour nous. Je pense que l'avenir est à l'hybridation. Un équilibre se fera de lui-même entre des solutions on-premise que l'on va garder, des infrastructures on-premise que l'on va garder aussi pour des sujets bien sensibles que l'on va maîtriser absolument. Mais dès qu'on va vouloir déborder parce qu'on n'a pas les capacités, l'infra, parce qu'on n'a pas... le SaaS, c'est une solution que l'on devra aussi garder. Mais l'open source au milieu viendra être là une pierre angulaire entre les deux, une petite zone tampon qui nous permettra d'avoir une variable d'ajustement, on va dire. Ok, un équilibre. Toi, tu penses qu'il y a un équilibre? Moi, je pense qu'il y aura un équilibre. Je fais pas partie de ceux qui pensent que tout va aller vers du full cloud, full SaaS. On n'aura plus d'infra en interne, on n'aura plus de réseau en interne. On a juste besoin de bornes Wi-Fi. J'ai entendu ce discours demain, que des bornes Wi-Fi ou de la 4G et vous allez dans le SaaS et zéro trust et on est sécurisé, tout ça et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit le modèle qui soit à terme adapté à la territoriale. On a besoin d'immédiateté, on a besoin de réactivité, on a besoin de sécurité de nos données. L'hybridation me paraît naturellement quelque chose qui va se mettre en place. On n'y était pas du tout. Maintenant, on commence à sortir un petit peu SaaS, hébergement. Il y a un équilibre qui se trouvera. Nous, dans la territoriale, on n'est peut-être pas allé aussi vite que dans d'autres secteurs d'activité.
Dans le SaaS, faut tu veux dire aussi dans le SaaS. dans le SaaS, oui, ou dans le cloud, même si le cloud, voilà, c'est un terme aussi générique, mais on ne pourra pas ne pas y aller. Encore une fois, tout est question de cahier des charges. Pour certaines solutions, il n'y a pas mieux, voilà, il faut y aller. Okay. Mais après, il y a des arbitrages à avoir et je pense que sur certains sujets, on peut très bien être aussi pragmatique et ne pas viser trop haut et se contenter de. Alors, c'est pas pour dénigrer l'open source, c'est quand je dis se contenter. Hein. Mais voilà, moi j'aime bien la référence avec les voitures. Quand c'est clinquant, c'est joli, ok, certes, mais on a peut-être besoin de plus utilitaire, on va dire nous. Ok. Et du coup, tu disais, vous êtes dans la territorialité, vous n'êtes pas allé sur la partie SaaS. Est-ce que tu penses que c'est parce que aussi vous avez un fonctionnement budgétaire qui est plus orienté, structurellement CAPEX, donc investissement, donc amortissement, et que donc du coup, quand tu fais du on-premise, globalement, ça correspondait à un mode de financement qui était adapté, alors que le SaaS, c'est compliqué pour vous? Je pense que ça fait partie des contraintes. Alors après, les grosses collectivités territoriales, régions, départements, métropoles ont de plus de capacité que nous à aller vers des solutions SaaS. Mais je pense que nos contraintes budgétaires et nos méthodes comptables, effectivement, ne sont pas les plus adaptées à ce domaine-là. Moi, on m'incite fortement à, si possible, faire le maximum de choses en investissement. Mon budget de fonctionnement me demande de le maîtriser, si possible de le contraindre. Bon, c'est bien sûr que c'est plus que compliqué en ce moment. On essaie de trouver des sujets pour faire des économies. On essaie de passer sur des centrales d'achat pour avoir des prix d'euros. On essaye de s'ouvrir à différentes solutions de ce type-là, mais il est clair que le budget de fonctionnement ne va pas en baissant en ce moment. Il ne fait que augmenter. Or, les ressources des collectivités territoriales ne sont plutôt dans le sens inverse. La crise énergétique grève nos budgets, la baisse des dotations. Alors là, je reprends le discours que j'entends. Hein, c'est pas, moi, je suis pas financier, hein, mais la baisse des dotations, elle est là aussi. Et les champs d'action d'une commune sont sans arrêt en train d'augmenter. On donne de plus en plus de services aux citoyens, donc nos charges augmentent aussi. Donc obligatoirement, il y a un moment donné, effectivement, ça coince quelque part. Il faut optimiser, et c'est un gros sujet pour nous, DSI, de trouver les axes d'optimisation pour amener des solutions à nos agents, pour amener des solutions indirectement à nos citoyens, tout en maîtrisant nos coûts, évitant les explosions. Je pense que maintenant, dans la territoriale, il a été compris que l'IT n'est pas qu'un centre de coûts, c'est un centre de moyens. On est là pour apporter des solutions, on est là pour rendre plus efficients les métiers. Je dis bien efficients les métiers, je dis pas remplacer les agents. Mais du coup, c'est un paradigme qui change, mais qui est assez complexe pour maintenir un équilibre. Mais on y arrive. Ça demande du temps et faire tourner les neurones, mais on y arrive. Et sur la question de la pression sur la partie fonctionnement, forcément, ça impacte aussi la capacité à recruter des gens. Pourtant, quand on est de plus en plus sur une partie gestion du coup de projets, tu vois, avec des solutions open source qu'on doit maintenir, faire évoluer, etc. Ça prend quand même, ça prend de plus en plus de ressources. Est-ce que tu as quand même un impact là-dessus ou pas? Alors, l'aspect recrutement n'est pas qu'une problématique de ressources, c'est un coût, c'est effectivement l'aspect budgétaire est bien sûr là. Il est évident que les salaires qui sont proposés dans la territoriale ne sont pas du niveau aussi du privé, donc il est difficile d'attirer. Le statut en lui-même est assez complexe puisqu'il faut être titulaire de la fonction publique pour avoir une stabilité. Sinon, vous rentrez en contractuel, donc un contrat à durée déterminée. Mais je pense que c'est pas que lié à la territoriale pour le coup. Moi, je change beaucoup et il y a des problématiques de recrutement, on le trouve en ce moment partout. C'est peut-être un peu plus flagrant chez nous pour les raisons que je viens de dire.
Mais après, encore une fois, il faut aussi trouver des solutions. Nous, on arrive, à mon sens, on peut attirer du monde par justement ces projets. Si vous voulez vous amuser à adresser des réponses qui peuvent des fois être, on s'attend pas aux demandes de nos services. Là, on travaille un exemple. J'ai les jardiniers qui viennent me voir parce qu'ils veulent mettre en place un SIG, donc une cartographie des arbres. Vous m'auriez demandé ça il y a 4 ou 5 ans. C'est quelque chose qui n'est pas habituel, on va dire. Là, c'est des challenges. On a beaucoup de métiers, donc on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de projets. Donc ça, c'est un facteur d'attractivité. Il est évident que si vous venez travailler dans la territoriale, dans les services informatiques, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez apprendre plein de choses. Oui, les chevaliers du fiel, c'est la brigade des feuilles, c'est une caricature. Mais vraiment, c'est l'attractivité. Pour ça, on a cette attractivité-là. Alors, peut-être effectivement qu'on attirera plus des personnes qui ont envie d'apprendre. Peut-être que c'est des personnes sorties d'école ou en reclassement, et c'est plutôt comme ça qu'on a complété l'équipe ces derniers temps. Donc, mais on peut être attractif sur cette partie-là, sur l'aspect aussi cadre de travail. On peut avoir d'autres axes que l'aspect pécunier. Mais il est évident que créer des postes en ce moment dans les collectivités territoriales, c'est un peu compliqué. Le budget, il faut faire attention. Donc, il faut très fortement justifier la rentabilité d'ouvrir des postes. Ok. Et ce besoin de nouvelles solutions pour améliorer, etc., quand tu vois donc la croissance du nombre de demandes, la maturité ou autre, est-ce que tu penses que c'est compatible avec les moyens tout simplement qui peuvent être à disposition? Moi, je pense qu'on peut, pour l'instant, on est compatible. Pour l'instant, on est compatible. Je suis quelqu'un d'optimiste et de toute façon, je vois pas comment maintenant les collectivités territoriales pourraient tourner sans continuer cette dynamique de numérisation ou de digitalisation, suivant quel terme vous voulez utiliser, des métiers. Alors, je prêche pour ma paroisse, c'est évident, mais je vois pas comment on peut faire autrement. Après, il faut avoir une numérisation raisonnée. Il faut parler usage. Il faut pas parler juste affichage. Donc c'est pour ça que l'open source aussi peut être intéressant. C'est pour mesurer l'intérêt de la numérisation d'un métier, d'un usage, en faisant des maquettes justement. Et des fois, c'est pas si intéressant que ça. Il faut aussi être pragmatique. Des fois, il y a d'autres solutions plus métiers que absolument avoir un smartphone, des objets connectés, des tablettes, etc. Il faut être mesuré, mais de toute façon, les métiers changent et se numérisent de plus en plus. Donc les collectivités territoriales sont obligées de continuer cette dynamique-là. Donc les moyens, ils seront là. Est-ce qu'ils seront suffisants? À nous de faire ce qu'on nous donne aussi. Voilà, l'intérêt de notre job aussi, c'est de prendre l'équation avec les paramètres qu'on nous donne, paramètres qui changent sans arrêt ces derniers temps. Je crois que l'époque où on faisait des schémas directeurs sur 5 ans, bien tracés, bien posés, elle est un peu révolue. Là, j'ai l'impression que si vous n'êtes pas un minimum agile, vous allez dans le mur, parce que maintenant, du jour au lendemain, vous allez avoir des contraintes budgétaires supplémentaires ou vous allez avoir des demandes supplémentaires différentes avec des priorisations qui changent en accord avec la direction. Il faut savoir être très actif. Donc c'est un travail de tous les jours. Je pense que dans beaucoup de communes maintenant, l'informatique reste quand même devient un centre de moyens, donc les moyens arrivent. Je vais pas dire on aimerait toujours avoir plus. Les moyens arrivent, mais on n'est pas trop à plaindre. Enfin, tout est question de référentiel encore une fois, et tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Mais globalement, je trouve que ça avance dans le bon sens. Mais maintenant, le problème, c'est de le tenir. Le bon sens, c'est de voir
L'avenir nous laissera aussi. L'État, il faut qu'il nous aide aussi. Il faut que l'État nous pense parce que l'État nous lâche de plus en plus de prérogatives. Donc, il nous demande de faire de la démat, il nous demande de faire plein de choses. C'est sympa. La cybersécurité, il nous demande de faire ça. Quand vous voyez le coût des solutions de cybersécurité de nos jours, il y a des choix à faire, clairement, parce que budgétairement parlant, si on met toutes les couches de cybersécurité que l'on doit mettre, on fait plus rien d'autre derrière. On n'a plus de budget. Donc l'open source aussi dans cette partie-là, pas sur des solutions de sécurité brutes, mais sur des solutions de recherche de vulnérabilité, par exemple. Il y a des solutions open source qui sont très bien. Donc, ça nous permet aussi de nous sortir, de commencer à travailler sur des sujets en cybersécurité sans aller vers des solutions où là, quand vous voyez les tarifs, des fois, vous dites, mais pas la peine de venir dans la territoriale nous les proposer. C'est pas possible. C'est pas adapté, quoi. Non. Ok. Et donc, du coup, est-ce que vous contribuez dans les équipes à des projets open source sur lesquels vous bossez, que vous utilisez? Non, on n'est pas à ce niveau de maturité. On n'est vraiment pas à ce niveau de maturité. J'ai pas des compétences en interne pour participer aux communautés et à faire des retours. On va plutôt s'appuyer sur des partenaires qui, eux, participent au projet open source. Et là, il y a un écosystème intéressant. Alors, je dis à Toulouse parce que on est à Toulouse, mais je pense que maintenant, un peu partout dans les régions, ça bouge. Mais non, en interne, j'ai pas les équipes nécessaires. Et puis on a même pas trop le temps non plus, quoi. On s'ennuie pas, on a plein d'autres choses à faire. Donc on participe, on n'est pas contributeur. On est plutôt, on va dire, bêta-testeur des fois, mais on n'est pas contributeur. Ok. Et donc du coup, aujourd'hui, donc vous n'avez pas le temps de contribuer, mais vous avez bénéficié. Est-ce que du coup, sur les communautés en elles-mêmes, tu finances, tu fais des dons sur ce genre d'outils ou pas? Dès que je peux, on prend les maintenances sur tout ce qui est open source, mais parce qu'il y a l'open source avec des fois des modèles économiques. Donc dès que je peux, on participe en faisant ça. Des dons, je ne me suis jamais penché sur la question d'un point de vue comptable, mais c'est un peu compliqué d'un point de vue comptable au niveau territorial de faire ce genre de choses à mon sens. On va plutôt essayer de prendre la licence, le petit plugin payant qui va bien, la maintenance qui va bien et ça permet aussi à contribuer aux sociétés et à l'avancement des solutions. Après, effectivement, on utilise souvent les versions communautaires des solutions comme Mattermost. Mais dès qu'on peut, on prend un petit bout de maintenance. On peut pas aller au-delà pour l'instant. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des très gros leaders type Microsoft, Google ou autres qui poussent des solutions open source à eux, sur leur cloud à eux, pour essayer de trouver des modèles un peu complémentaires tu vois, les gros ou des moins, ça, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas été approché trop sur le sujet. Les gros faiseurs comme ça ont leurs solutions et nous poussent un peu à aller vers ces solutions-là. Hein. Nous, on est quand même de gros utilisateurs aussi de solutions Microsoft. Hein, donc, la plupart de nos serveurs, c'est des serveurs Microsoft. On a des relations avec Microsoft, on les croise sur les salons, on discute avec eux, mais non, ils m'ont pas trop, enfin, ces gros faiseurs ne m'ont pas parlé de solutions open source pour l'instant. Après, peut-être que je m'y intéresse pas nativement non plus. Moi, je m'intéresse plutôt à l'écosystème que l'on peut voir sur les salons d'open source. Je me suis pas intéressé à la question. Ok, c'est juste que des fois je me dis peut-être qu'ils vont aussi pouvoir proposer des modèles intermédiaires. L'Azure de Microsoft, a priori, se base pas mal sur Linux aussi. Hein. Linux est une base commune maintenant partout. Et de plus en plus, Microsoft intègre des morceaux d'open source dans ses systèmes. Hein. L'open source, d'ailleurs, c'est un problème d'un point de vue cybersécurité. Des modules d'open source, on l'a vu avec le Shell 4J, qui a été utilisé un peu partout. C'était gratuit, c'était open source, ça a été utilisé partout, c'était une faille de sécurité.
Oui, après c'est la partie open source dans le sens où tout le monde pouvait le voir et on considère qu'il y aurait plus de gens qui auraient pu le voir et que donc du coup ça C'est aurait pu ça. facilement Mais être... c'est un grand débat sans fin, on peut en parler des heures. Ouais, c'est ça, on est ok. Et aujourd'hui, du coup, quand tu dis, parce que c'est intéressant aussi le fait de dire, en fait, qui sont les acteurs qui vont proposer ces modèles-là? C'est des entrepreneurs, c'est plutôt des gens qui sont dans l'associatif open source et qui vont créer des boîtes et qui vont devenir entrepreneurs. C'est des boîtes qui sont matures et qui vont développer des solutions adaptées à la collectivité. C'est quoi ton point de vue? C'est de plus en plus des boîtes matures. C'est de plus en plus des boîtes matures avec des solutions qui sont adaptées, alors pas que aux collectivités, hein, de plus en plus c'est des solutions qui sont vraiment, qui pourraient être utilisées et à mon avis qui sont utilisées aussi dans d'autres secteurs d'activité. Mais maintenant c'est vraiment l'open source. Il y a beaucoup de sociétés matures. C'est pas de l'associatif. Maintenant, la plupart des solutions que nous utilisons, c'est des solutions qui sont adossées à des sociétés à but lucratif. Et qui évolue très bien. Là, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Maintenant, vous avez des solutions open source matures sur la téléphonie, sur du travail collaboratif, sur des logiciels de gestion. C'est vraiment maintenant un écosystème qui évolue dans le bon sens et qui va devenir solide. Parce que le problématique de l'open source il y a quelques années, souvent on nous disait, et à juste titre d'ailleurs, mais vous savez pas si la société demain elle va exister encore. Est-ce que c'est pas un risque? Et ça en était un, et ça reste aussi un risque aussi maintenant. On en parlait tout à l'heure. Si on prend des solutions open source communautaires qui tournent sur uniquement adossées à des communautés de bénévoles, ça peut être un risque si demain la communauté explose et qu'elle ne suit plus le produit. Mais la plupart maintenant des solutions open source sont quand même adossées à des sociétés et on les voit toujours des années après. Elles sont toujours là. Donc ça veut dire que mine de rien, le modèle économique, il marche. Il marche. Alors, il est clair qu'ils évoluent peut-être moins vite que les gros faiseurs parce qu'ils n'ont pas la puissance des GAFA et autres. Mais les contraintes, et peut-être que les contraintes de souveraineté, justement, font que maintenant, elles auront de plus en plus de clients et du coup, elles évolueront d'autant mieux dans l'avenir. Parce que demain, si on nous impose, nous, dans la territoriale, d'avoir des serveurs de messagerie souverains, des solutions, il n'y en a pas 36 sur le marché. Oui, voilà. En fait, il y a c'est la DINUM, c'est l'ANSSI qui pose ces conditions. Alors pour l'instant, l'ANSSI n'impose pas de conditions, du moins pas pour nous, Ok. collectivité territoriale. On va dire qu'on échange beaucoup en ce moment avec eux et ils essayent de nous faire aller dans ce sens-là, mais ils imposent pas. Ils sont plutôt dans le ça serait bien. Ils nous font travailler sur la cybersécu beaucoup en ce moment. Ils nous incitent à nous préparer et à nous rendre un peu moins perméables. Mais pour l'instant, sur la souveraineté, alors ils commencent à en parler, la souveraineté des solutions, la souveraineté même des solutions de cybersécu. Ils commencent à en parler, mais il n'y a pas d'imposition, c'est pas imposé. Mais on entend parler de plus en plus. On est dans une zone un peu grise pour l'instant. Je pense que dans quelques années, on verra. Alors après, qui sera obligé et qui ne sera pas obligé, ça, à la limite, on l'attend avec impatience, on va dire. Ok, c'est un peu. En gros, il y aura des obligations à des moments donnés, mais c'est est-ce que tu es en dessous ou en dessus, tu as des effets de seuil. Le seuil, les seuils, on ne sait pas comment ils vont les déterminer au gouvernement, mais il y a une volonté. Moi, on le voit avec différentes notes qu'on a pu voir paraître, même dans la presse, même des volontés au niveau européen. Même si derrière là, le monde du logiciel libre est un peu en inquiétude avec le dernier texte qui est en cours d'étude là, dont j'ai perdu le nom. Où bon, ça, mais on voit bien quand même que ça bouge et qu'on cherche à faire du souverain. Donc on s'est peut-être un peu endormi sur nos lauriers. Et je pense que là, l'open source a matière à tirer l'épingle du jeu, puisque il y a beaucoup d'écosystèmes français, européens, les pays baltes par exemple sont très avancés sur le sujet, ils font partie de l'Europe, OnlyOffice et compagnie, ça vient de par là-bas. Je pense que
grâce à ça et grâce à eux, on arrivera à avoir nos solutions souveraines qui vont nous apporter des solutions et nous permettre de pouvoir envisager de ne pas dépendre de grosses solutions américaines ou autres. Ok. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a du boulot encore. Il y a du boulot et il y a aussi une acceptation de solutions moins complètes pour un périmètre fonctionnel parce que toi tu considères dans ton histoire qu'il y a plein de fois où les solutions complètes n'ont utilisé que peu de pourcents, donc c'est déjà c'est un bon constat au final, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça et avec des garanties de maintenance, etc., qui font qu'on est en sécurité, quoi. Il faut comparer ce qui est comparable. Il est évident que si vous comparez les solutions open source avec les GAFA, fonctionnellement parlant, les utilisateurs, vous leur faites goûter à ces solutions-là. Quand ils vous voient arriver avec du JTmeet, du Nextcloud, ils vous regardent, ils vous disent oui, mais c'était mieux l'autre. Donc, et ça se comprend. Les produits ils sont vraiment bien réalisés. Après, voilà, si vous payez un abonnement à ces solutions-là à tous les agents de la mairie, on y met 500 agents. Même si vous mesurez, vous dispatchez les abonnements en fonction des métiers et en fonction des capacités et des usages, vous montez à des niveaux à des niveaux de mensualité qui sont vraiment compliqués, quoi. Vraiment compliqués pour nous. Donc peut-être que si on habitue et on parle usage, mais vraiment c'est ça moi que je trouve intéressant dans l'open source, c'est quand on parle usage, il y a un catalogue de solutions qui est tellement important qu'on peut essayer de coller au mieux à l'usage demandé et à essayer d'utiliser peut-être vraiment la substantifique moelle de la solution que l'on va sélectionner. Donc on l'utilisera à plus fort pourcentage que la grosse solution des GAFA. Et on habituera les gens à cet usage-là, et pour leur métier, pour leur usage, ça va coller et le métier sera fait et on maîtrisera un peu plus facilement le coût. Maintenant, si vous habituez automatiquement à tous les utilisateurs à la Rolls, c'est difficile après, vous savez. Ouais, non, mais c'est sûr. Ok, très clair. Écoute, merci Nicolas. Je pense qu'on a fait un bon tour de l'enjeu de l'open source, que ce soit dans la collectivité, mais pas que, dans toute structure qui ont des enjeux de coûts, de sécurité, de voir aussi des choses différentes, pas que full SaaS, et voir un peu les dynamiques qu'il y a. C'est intéressant. Est-ce que tu as un point particulier sur lequel tu voudrais qu'on revienne, qu'on n'aurait pas complètement ou pas bien abordé? Non. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Mais peut-être juste une petite dernière phrase. Dans la territoriale, le champ d'action est vraiment très important. On en a parlé un petit peu. Et ce champ d'action-là, il va s'ouvrir de plus en plus. Et moi, j'aime bien à dire que il faut qu'on arrive à trouver des solutions un peu couteau suisse. Et pas mono-silo, mono-action, et chaque métier travaille dans son petit bout de coin et ne voit pas ce que font le collègue à côté, et il n'y a pas d'interaction entre les services. Donc l'avantage aussi que l'on peut essayer de trouver avec des solutions open source que l'on peut modifier, que l'on peut faire modifier par des partenaires, avec un peu de développement transverse, c'est de pouvoir justement avoir ces couteaux suisses qui vont nous permettre de compenser les manques que l'on pourrait avoir avec des logiciels métiers qui, eux, sont incontournables parce qu'on n'a pas le choix. C'est le métier, il a été fait pour ça et c'est très bien. Mais il y a derrière des petites transversalités que l'on pourrait plus facilement mettre en œuvre avec ces solutions adaptables. Et encore une fois, la problématique, c'est d'avoir les ressources, que ce soit internes ou externes, pour faire cette adaptativité. Mais je pense que c'est aussi une des forces de ces solutions-là, de pouvoir les modifier un peu en faisant attention à ce que l'on fait, et ne jamais oublier la cybersécurité dans le sujet, mais voilà, ça nous permet d'avoir cette souplesse que nous n'aurions pas avec des solutions silo. Ok, super. Ouais. Écoute, merci beaucoup Nicolas, c'était super intéressant. Je pense que pas que en dehors de la collectivité, pour toute entreprise ou organisation, ça peut faire sens de se poser la question de l'open source et de la complémentarité avec le SaaS. La grille de lecture est pas simple et comme tu dis, il y a une question d'équilibre, mais
Chacun trouvera son équilibre. On ne peut pas transposer à tout le monde l'équilibre de l'autre. Mais après, on peut se nourrir des expériences de chacun, discuter, et chacun se fera son équilibre à soi. Ou son déséquilibre permanent. Après, c'est un jeu d'équilibriste. L'équilibriste, c'est un déséquilibre. On est OK. Bon, super. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!